Eh bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. On va parler donc aujourd'hui de la maîtrise en fait des budgets de run grâce à la suppression des incidents dans les systèmes d'information. Alors, ça peut paraître un petit peu, comment dire, énorme de vouloir supprimer les incidents dans l'IT, mais en fait, on y arrive. On y arrive. Alors, qui suis-je d'abord? Donc, je m'appelle Pierre Janès, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT et une dizaine d'années dans le Lean dans l'IT. Donc, j'ai développé une expertise en fait dans une partie du Lean de l'IT qu'on appelle le flux tiré et qui permet ensuite de déclencher en fait l'amélioration continue. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir supprimer en fait ces maudits incidents qui nous embêtent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire vraie. Tout se passe le 8 janvier de cette année. Et en fait, donc le matin, je vais acheter mon pain à la boulangerie. Et puis, pendant ce temps-là, en fait, dans un data center ou dans plusieurs data centers, j'en ai absolument aucune idée, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de serveurs qui commencent à tomber les uns après les autres. Il y a un nombre certain. Et au moment de payer en fait mon pain, mon paiement est rejeté. Alors comme j'ai pas de monnaie, je me dirige vers un distributeur d'argent liquide et pas de chance, et c'est une vraie photo, c'est le, le, le distributeur est en panne. Donc du coup, je rentre bredouille à la maison, j'ai pas pu acheter mes croissants. Donc je suis un petit peu agacé. Le temps passe et puis dans la journée, sur Twitter, en fait, je m'aperçois que en fait, je suis pas tout seul en fait dans cette situation-là. Il y a plein de gens qui sont confrontés en fait à une impossibilité de payer en fait leurs achats et notamment une personne qui ne peut pas acheter les médicaments de ses enfants. Donc on voit que c'est un incident qui peut être plus grave que simplement ne pas pouvoir acheter son pain. Et puis l'incident continue et prend de plus en plus d'ampleur et il est révélé en fait à la une, enfin pas la une, mais en fait dans les journaux. C'est pas forcément la une, mais en fait c'est quand même important parce que les journaux relatent en fait cet incident qui plutôt devient un accident en fait informatique. Et puis pour la petite histoire, ce même jour-là, donc dans la banque concernée, on était en train de mener un atelier Kaizen, donc un atelier d'amélioration continue. Et mon collègue que vous voyez en médaillon en haut voit en fait l'ensemble de son auditoire disparaître subitement parce que appelé pour résoudre en fait cet incident-là. C'est donc un très gros incident, quelque chose de très grave. Mais en fait, si on regarde d'un peu plus près, il y a quelque chose de plus grave encore, c'est que des incidents, il y en a beaucoup. En fait, il y a quelques gros incidents, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, on est confronté de manière récurrente à une myriade de petits incidents, et notamment dans la grande distribution. Un CIO nous expliquait qu'en fait, il devait gérer 300 000 incidents par an. Donc, une équipe de 50 personnes au support, avec un budget de 5 millions d'euros, ce qui est quand même relativement important. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on sait, c'est que les patrons informatiques, donc vous le savez, vous êtes confrontés à ça, et vos équipes support sont sous une pression assez importante. Et cette pression-là, elle vient de manière générale de deux choses. En fait, on a des transformations numériques qui sont en cours, qui sont très lourdes et qui ouvrent en fait les systèmes vers l'extérieur. Donc, on va avoir de plus en plus de clients, plus en plus d'applications qui vont elles-mêmes générer beaucoup d'incidents. Et puis, à côté de ça, pour certaines organisations, on est confronté à une augmentation des réglementations qui nécessitent en fait de faire des développements particuliers qui eux-mêmes aussi vont générer des incidents. Donc tout ça, ça augmente en fait la complexité des systèmes d'information. On a de plus en plus de clients, plus en plus de, comment dire, de demandes,
Et du coup, ça demande, pour mettre tout ça en place, de plus en plus de ressources, de serveurs, de technologies diverses et variées. Et tout ça, en fait, ça génère de plus en plus de tickets. Donc, on voit en fait cette progression qui vient d'une étude de HDI qui nous montre qu'en fait, il y a une progression constante d'année en année du nombre de tickets. Et si on regarde ces tickets précisément, on s'aperçoit qu'en fait, 55% de ces tickets sont des incidents. Et si on regarde encore plus précisément, quand on interroge en fait ces entreprises, elles nous expliquent que dans 65% de ces entreprises, le nombre d'incidents est en progression. Donc en fait, le sujet de l'incident, c'est quelque chose de très important en fait pour les entreprises et qui grève une grande partie du budget. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure dans cette anecdote, certains coûtent très cher. En moyenne, quand on regarde ça, c'est Splunk qui a fait cette étude-là. Je pense que vous connaissez cet outil, cette famille d'outils qui permettent de faire du monitoring. Donc, ils font des études sur le coût de l'incident et ils sont arrivés à 141 000 $ en moyenne pour les incidents critiques. Donc, c'est quelque chose qui est relativement important. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, les budgets des DSI sont contraints. Et ils sont limités. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va avoir ces transformations digitales, ces augmentations de réglementation que le budget va augmenter à l'infini. En fait, non, ils sont contraints. Et donc, du coup, quand on regarde le budget, il y a une grande partie qui est dédiée au run, donc au maintien en conditions opérationnelles, et puis une partie qui est liée aux incidents, et puis le reste, c'est pour le change. Et là-dedans, il faut être capable de livrer les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux besoins, l'innovation s'il y en a, et puis toutes ces histoires de réglementation. Donc, comment on peut faire pour sortir de cette situation qui, en fait, semble inextricable? Donc, la proposition qu'on fait, c'est de gagner un petit peu d'espace en s'attaquant aux incidents. Ce n'est pas la seule possibilité pour aller chercher en fait, du budget, mais nous, c'est celle sur laquelle on travaille là. Donc, on va essayer, dans un monde idéal, d'avoir un système sans incident et donc de récupérer en fait, ce budget ou cette capacité pour la mettre au profit du change et donc de la production de valeur pour les clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, on doit accélérer dans un premier temps le traitement des incidents pour protéger les clients, c'est-à-dire qu'en fait, ils aient un système qui leur serve et qui ne soit pas un système qui les empêche de travailler. Et puis, pour le reste, produire de la qualité le plus vite possible. C'est ça, en fait, les enjeux. Alors, on ne va pas le faire en travaillant plus dur, en faisant des heures supplémentaires, il n'est pas question. On ne va pas non plus inviter une armée de consultants qui va faire le boulot pour nous. On ne va pas non plus outsourcer en se disant, de toute façon, si nous, on n'est pas capable de le faire, on va le donner à d'autres et ça sera beaucoup mieux. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. En fait, on va le faire avec nos équipes. On va travailler de manière très sérieuse avec les équipes opérationnelles qui sont à notre disposition. Et ça, on va le faire avec une vieille méthode, et c'est ça l'innovation, c'est qu'on va utiliser quelque chose qui existe depuis une soixantaine d'années et qu'on appelle le Toyota Way, le Toyota Production System. Donc, je ne vais pas rentrer dans la théorie de tout ça, juste faire mettre en exergue en fait 3 points qui sont sous-jacents à cette technique et à ce système. Donc, la première chose, ce sera de montrer l'activité. C'est-à-dire sortir, en fait, c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'IT, c'est qu'on a plein d'outils, mais on va sortir en fait de ces outils-là. On va sortir des outils dont on parlait tout à l'heure avec Uriel, par exemple de ServiceNow. On va aller chercher l'information qui est là-dedans pour la rendre visible. Et on va voir comment. Et ensuite, on va utiliser une technique qui va faire émerger les problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot problème? En fait, ce qu'on veut, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on veut accélérer la résolution des incidents pour protéger les clients. Donc, si on veut accélérer, c'est qu'aujourd'hui, on a des obstacles un peu partout qui nous empêchent d'aller vite. Donc, on va
ce système qui permet de montrer l'activité va faire émerger en fait ces obstacles-là. Et une fois qu'on les verra, ben, on aura la possibilité de les résoudre un par un et avec une technique particulière qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors pourquoi on utilise ça? Ben, en fait, parce que ça marche. Sinon, on n'aurait pas ce webinaire-là aujourd'hui. Pourquoi ça marche? Là, je vais vous expliquer. Première chose, ça donne des résultats étonnants. Sur les 20 derniers projets qu'on a réalisés avec cette technique, on a réduit de 37% le nombre de nouveaux incidents. Donc, le volume en entrée de nouveaux incidents était réduit de 37%. Le stock d'incidents, c'est-à-dire les incidents qui sont non résolus, ceux qui sont en attente que quelqu'un s'en occupe, on a réduit ce stock de 59%. Et les délais, en fait, on les a divisés par 6,5%. C'est-à-dire, entre le moment où l'incident arrive et le moment où il est corrigé, on a divisé ce délai-là par 6,5%. 6,5 par 6,5, pas pour cent, par 6,5. Et en fait, la production, en fait, c'est-à-dire le nombre d'incidents qu'on a corrigés était multiplié par 3. Et ça a une incidence en fait sur la satisfaction client. Quand on interroge les clients avant et après, on voit leur satisfaction qui augmente de 25% en moyenne. Donc tout ça, on arrive à le faire sur une période de 3 à 6 mois. Alors comment procéder? Alors pour ça, je vais vous raconter une deuxième histoire. C'est l'histoire d'une équipe, l'équipe paiement en fait, dans une banque. C'est une équipe qui est en charge en fait, des paiements internationaux. Alors, je vais vous présenter en fait cette équipe-là. Donc, en partant de la gauche, donc on va voir Naïm, qui est en fait un analyste fonctionnel, Jadoua, qui est un testeur, Onur, qui est le team leader, Vincent, donc vous aurez reconnu tout de suite le manager avec son costume de manager, Gomati, qui est la responsable en fait de l'équipe de développement qui se trouve en Inde, Thomas, qui est un analyste junior, et Laszlo, qui est un analyste expert des paiements internationaux. Donc, avec eux, on va essayer de comprendre comment on peut attaquer en fait, ce problème des incidents. Alors, pour y arriver, en fait, ils ont suivi un chemin en 3 étapes. La première chose, c'était de construire le bon management visuel. Deuxième chose, de tirer le flux. C'est-à-dire, tirer le flux, c'est de prendre les incidents un par un et leur faire traverser le flux qui permet de le résoudre. De telle sorte qu'on puisse voir les obstacles qui empêchent de résoudre ces incidents-là. Et puis, dans un troisième temps, d'apprendre en fait à résoudre ces problèmes-là avec une technique qui est la technique du PDCA, qu'on verra en détail tout à l'heure. Alors, première chose, c'est construire le bon management visuel. Donc voilà, sur cette diapo, vous avez un management visuel pré-Covid, c'est-à-dire physique. On avait le droit de se rencontrer sans masque et de se parler. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. On va avoir des managements visuels qui seront un petit peu plus digitaux et moins physiques. Alors, comment on s'y prend? La première chose qu'on va faire pour construire ce management visuel, c'est qu'on va définir les conditions de succès, et donc définir des indicateurs de performance qui vont nous dire si on est en train de réussir ou pas. Ensuite, on va rendre l'activité visible, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis on va se préparer à la résolution de problèmes. Hop, ça va un peu vite. Alors, donc définir les indicateurs de performance. Qu'est-ce que ça veut dire définir les indicateurs de performance? La première chose qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut réussir? Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut réussir, c'est impossible de définir aucun indicateur de performance. Donc, qui va nous dire ce qu'on veut réussir? En fait, c'est le manager. Le manager, lui, il a une vision stratégique, il a des enjeux, et ces enjeux-là, il a envie de les réussir. Et donc, ce que nous dit Vincent au début du projet, c'est j'ai des nouveaux projets, mon budget est flat, et je n'arrive pas à les faire, ces projets-là. J'ai un backlog qui est beaucoup trop important compte tenu de ma capacité. Donc, aidez-moi à trouver de la capacité. Et le postulat, c'est qu'il a de la capacité, il ne veut pas embaucher, il ne peut pas embaucher une équipe supplémentaire pour faire ses projets. Donc, il va aller chercher de la capacité là où il en a. Et donc, ce qu'on lui propose, et il est d'accord pour le faire, c'est qu'on va attaquer
son stock d'incidents. Donc, il a cette équipe de 6 qui ne fait que de la gestion d'incidents. Donc, s'il n'y en avait plus, il aurait 6 personnes à sa disposition pour produire de la valeur. Donc, le challenge qu'il va donner à cette équipe, c'est en fait de multiplier par 3 le nombre de corrections de bugs qui sont délivrées et mis en production tous les mois. Au début du projet, on en livrait 3. À la fin, il en veut 10. Il veut diviser par 2 le stock d'incidents dans un premier temps. Tout ça en 3 mois. Donc, pour répondre en fait à ces enjeux-là, l'équipe va réfléchir et va se dire, comment peut-on savoir si on est en train de réussir sur les enjeux, sur le challenge que nous a donné notre patron. Donc, ils vont définir 2 indicateurs sur la qualité, un indicateur sur le stock d'incidents, c'est-à-dire les incidents qui ne sont pas résolus, qui sont en cours, même en cours de traitement, ou pas touchés du tout. Et puis, un autre indicateur sur le volume d'incidents qui rentrent tous les jours. Voilà, c'est là-dessus qu'ils vont piloter en fait leur succès sur la qualité. Ensuite, ils ont un challenge qui est assez simple. Ils doivent multiplier par 3 la mise en production. Donc, ils vont compter le nombre d'incidents qu'ils mettent en production tous les jours. Et puis ensuite, ils vont se doter aussi d'un autre indicateur qui est un indicateur de productivité. Parce que comme on l'a vu, on va mettre en place un système qui va révéler des obstacles. Et si on les résout, va nous permettre de traiter de plus en plus d'incidents avec le même nombre de personnes. Donc l'idée, c'est de savoir si les actions d'amélioration qui vont permettre en fait de faire sauter ces obstacles nous permettent d'augmenter notre productivité ou pas. Et puis un dernier indicateur sur finalement, si on fait ça, est-ce que notre client est content ou pas? Donc ça, c'est intéressant à mesurer aussi. Deuxième action, rendre l'activité visible. Alors, comment on va s'y prendre? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va construire en fait un tableau, un board, sur lequel on va montrer différentes choses. La première chose, c'est qu'on va voir quel est notre backlog, quel est le tsunami qui nous arrive dessus et qu'on va devoir traiter. Donc, à gauche, le backlog. Ensuite, on va avoir une colonne qui va nous permettre d'identifier quels sont les membres de l'équipe et qui fait quoi. On expliquera pourquoi on veut faire ça. Et puis, sur la partie droite, au milieu, au centre, on va représenter les étapes du processus qui nous permettent de résoudre un incident. Là, j'ai mis un processus totalement générique. On pourrait, par exemple, avoir le processus suivant. Je reçois un incident, je l'analyse, j'implémente sa correction, je teste et je mets en production, par exemple. Donc, voilà. Donc, on va rester générique et puis vous essaierez de projeter votre processus là-dessus. Et puis, pour chaque étape, on va avoir 3 colonnes. Une colonne WIP, qui veut dire Work in Progress, ça veut dire qu'une personne est en train de travailler sur un incident. La colonne Ready, c'est j'ai terminé de travailler sur cet incident et cet incident est disponible pour l'étape d'après. Et puis la colonne Red Bean, nous verrons plus tard à quoi elle sert en détail. Et puis sur la fin, complètement à droite, on a un certain nombre de camions qui, dans le cas de notre histoire, en fait, correspondaient en fait, à des trains de mise en production. Donc, suivant l'incident, l'incident pouvait être mis en production sur le mois courant, le mois suivant ou le mois encore après. Donc voilà, on a un environnement qui est prêt à recevoir nos incidents. Donc, deuxième étape, c'est de remplir ce management visuel avec le travail à faire. Donc, c'est là qu'on va aller dans l'outil de ticketing. Donc là, j'ai pris un exemple avec ServiceNow. Donc, on va aller chercher en fait tous les incidents qui sont en cours et puis on va les disposer en fait dans ce management visuel, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Donc, à gauche, le backlog. Donc, on voit que là, il y a énormément de choses à faire. Ce backlog peut être trié de 2 manières, c'est-à-dire les incidents qui ont une très haute priorité et les incidents qui ont une priorité plus faible. Et puis, parmi les incidents qui ont une autre priorité, on va essayer de définir ceux qui sont faciles à traiter et ceux qui sont moins faciles à traiter. Et comme on veut satisfaire le plus de clients possible, on va commencer par les simples et puis on va essayer de les traiter en priorité. Ensuite, on va disposer en fait les personnes de l'équipe
dans le management visuel. Et ensuite, on va afficher les tickets qui sont en cours. Donc, il y a des tickets qui sont à l'étape 1, qui sont en cours de traitement, des tickets qui sont à l'étape ready d'étape 1, etc., etc. Donc, on voit que si on regarde cet écran de ServiceNow, c'est un petit peu moins clair. D'ailleurs, il est flou cet écran, mais bon, que ça. Là, on sait exactement où se situe l'activité et sur quoi on doit travailler. Donc là, on a clarifié la situation. Maintenant, on va se préparer pour la résolution de problèmes. Donc, deux axes pour cette équipe qui a été choisi. Un, simplifier le processus, parce qu'en fait, le processus était assez complexe. Et puis, améliorer en fait la performance du processus. Du coup, c'était comment on accélère en fait la résolution des incidents. Donc, on arrive sur la deuxième étape. La deuxième étape va consister à tirer le flux et à montrer les problèmes. Alors, avant de commencer, il y a une formule magique qu'il va falloir appliquer, qui va consister en fait à se définir un objectif quotidien. C'est-à-dire qu'on a tous ces incidents à traiter, mais on va les traiter de manière, comment dire, stable dans le temps. Donc, on va se définir une période au bout de laquelle on souhaiterait avoir un certain volume d'incidents dans le stock, par exemple. Donc, ce que nous a dit le manager au début, c'est je voudrais que vous divisiez en fait votre stock par 2 en 3 mois. Donc, pour faire ça, il va falloir traiter le volume qui rentre tous les jours, plus le stock divisé par le nombre de jours correspondant à la période. Donc là, on a 3 mois, donc ça va dire 60 jours travaillés. Donc on va diviser le stock par 60, ce qui va nous donner un nombre qu'on va rajouter au volume en entrée quotidien, ce qui va nous donner un résultat. Et ce résultat, c'est le nombre d'incidents qu'on doit traiter obligatoirement tous les jours pour que dans 3 mois, on ait un stock divisé par 2. Donc c'est ça l'idée. Alors pourquoi on fait ça? Donc voilà, déjà, ensuite, on va montrer ce contrat de la journée sur le management visuel. Donc là, un exemple, l'objectif, c'est de sortir 4 incidents tous les jours. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous aider à faire de la résolution de problèmes et à limiter en fait ce stress qui consiste à résoudre des problèmes toute la journée. On fait déjà du support, on est en train de traiter des incidents et en plus, il faut gérer des problèmes. Ah oui, mais on va gérer des problèmes qui correspondent en fait aux incidents qu'on voudrait sortir aujourd'hui. On va voir comment on fait ça. Donc voilà ce que ça donne sur le management visuel de l'équipe. Donc en haut à droite, pardon, vous avez le contrat. Donc vous avez 2 incidents à sortir par jour. Alors maintenant, on va apprendre à tirer le flux. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule bizarre de tirer le flux? Alors tirer le flux, ça commence par définir le contrat de la journée au cours d'un daily meeting. Donc on va tous se poser devant le management visuel et on va se dire qu'est-ce que je vais sortir aujourd'hui? J'ai 4 tickets à sortir aujourd'hui. Donc, quels vont être ces 4 tickets sur lesquels l'équipe va s'engager absolument à sortir? En fait, comment on va faire? On va commencer par la fin du processus. On se met vraiment à la fin du processus. Donc ici, dans l'étape 4, et là, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le management visuel? Il y a 4 tickets qui sont en cours à l'étape 4. Là, ça tombe bien, c'est ceux qui sont le plus proches de la sortie. On va focaliser notre attention sur cela. Donc, ça fait déjà 3 tickets pour la journée. Ensuite, on va remonter d'un cran et on va chercher le prochain ticket qui est le plus proche de la sortie. Ici, on a un ticket qui est prêt à l'étape 3, donc on va prendre ce ticket-là. Et donc, l'équipe va se committer son engagement sur ces 4 tickets-là. Et puis ensuite, on va remonter le flux et puis chacun va prendre un ticket dans le reste des tickets pour essayer d'en ramener un, d'en rapprocher un le plus vite possible vers la sortie du flux. Donc voilà. Et donc du coup, on a nos 4 tickets, on va les représenter sur le management visuel. Donc ici, l'objectif, c'est de les mettre dans le camion de mai. Et puis, on représente en fait les 4 tickets qu'on veut sortir. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe va travailler pendant la journée. Et au cours de cette journée, en fait,
elle va réussir ou pas. Donc là, on voit qu'elle a raté. Elle n'a pu sortir que 2 tickets, le ticket 1 et le ticket 3. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le camion à la sortie du processus, sur la droite. Alors, qu'est-ce que nous montre le management visuel? Il nous montre que en fait, le ticket 4, il est toujours en cours de réalisation. Donc là, on a du délai qui est en train de se générer, en train de perdre du temps. Ensuite, on voit qu'on a eu un problème de qualité. C'est là que je vais faire un petit focus sur ces red beans. Qu'est-ce que ça veut dire, ces bacs rouges? En fait, les bacs rouges, c'est un moyen de montrer les problèmes de qualité à l'intérieur du processus. C'est-à-dire que si on était dans une situation idéale, le ticket rentrera à l'étape 1, il passera à l'étape 2, puis à l'étape 3, puis à l'étape 4, sans aucun problème, sans aucun obstacle. Mais en fait, la réalité est tout autre. C'est qu'en fait, il y a des allers-retours entre les différentes étapes et en fait, ça ne se passe pas très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, on perd du temps. Et on perd du temps pour certaines raisons. Donc, l'idée, c'est de matérialiser en fait ces accros dans le processus par une colonne qu'on appelle bac rouge. Et dès que en fait, un collaborateur a un problème sur un ticket, il va dupliquer en fait ce ticket-là, le mettre en rouge pour qu'on le voit bien, et puis le poser à l'étape précédente de son propre processus, de son étape, à l'étape dans laquelle il travaille dans le processus. Donc, il le met à l'étape précédente. Et puis ensuite, on va analyser en fait la cause principale de ce ticket-là, et ensuite, on va pouvoir déterminer ce qui s'est passé. Est-ce que l'incident était mal décrit? Est-ce qu'il a mal été développé? Voilà. Tous les problèmes de qualité à l'intérieur du processus qu'on va pouvoir découvrir, mais on va le permettre, les bacs rouges vont permettre de les isoler. Donc, ça va nous permettre de voir donc, les problèmes de qualité dans le processus. Mais on voit d'autres choses encore. On voit par exemple qu'à l'étape 2, il y a énormément de tickets qui sont dans la colonne ready. Et donc, ce qui montre qu'en fait, on a surproduit, puisque à l'étape 3, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la raison, mais on voit déjà qu'il y a un problème. Ensuite, si on remonte, on peut voir aussi que la première personne a 3 tickets en cours, ce qui n'est pas normal non plus. C'est très difficile de travailler sur 3 tickets en même temps. Donc, il y a quelque chose d'anormal ici. Ce qu'on voit aussi pour la personne qui a la casquette bleue, c'est qu'elle retravaille sur un ticket sur lequel elle a déjà travaillé. Donc, on a du rework. Et tout ça, en fait, nous montre, en fait, ce management visuel nous montre les problèmes qui nous empêchent de livrer ou de corriger rapidement nos incidents. Donc, en travaillant sur ces problèmes un par un, eh bien, on va on va accélérer en fait la production. Donc voilà encore une fois ce que ça peut donner en vrai. En fait, vous voyez les tickets rouges dans les bacs rouges, vous voyez les tickets jaunes qui sont en cours, enfin, etc. Donc maintenant qu'on a vu la situation, on va pouvoir traiter les problèmes. Alors, on va revenir sur le delimiting. Donc, le delimiting va nous expliquer, au cours du delimiting, on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On va déclencher en fait la résolution de problème. Donc, avec quelques questions simples. Donc, hier, on avait prévu de sortir 4 tickets. Est-ce qu'on a réussi notre journée? Là, on n'a pas réussi puisqu'on n'en a sorti que 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on va prévoir le travail de la journée en cours. Combien de tickets doit-on sortir et lesquels on va sortir? Et question, est-ce qu'on va y arriver? Oui ou non? Et ensuite, ces questions-là vont déclencher en fait la discussion et favoriser la réflexion. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut développer l'apprentissage tous les jours. Donc, une fois qu'on a identifié un problème, par exemple un ticket qui n'est pas sorti, on va se poser ces questions-là. Pourquoi avons-nous manqué la cible? Qui va prendre le sujet? Quel était le problème? Dans quel contexte? Quelles sont les hypothèses de cause principales? Sont-elles confirmées? Quelles sont les causes profondes qui nous ont empêchés de réussir? Quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre en place rapidement pour remettre le ticket dans le flux et puis aussi pour que ça ne se reproduise plus? Et quelle est la méthode de contrôle qui va nous permettre de dire si on a réussi ou pas? Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Et puis ces problèmes, eh bien, on va les résoudre un par un avec une double méthode. Une méthode qui va nous permettre de remettre en fait les tickets le plus vite possible dans le flux avec des contre-mesures immédiates.
Et puis une méthode qu'on va décrire maintenant, qui est celle du PDCA, qui va consister à identifier des contre-mesures permanentes qui vont déboucher ensuite sur des nouvelles pratiques de travail pour s'améliorer de manière définitive. Donc l'idée, c'est d'apprendre à résoudre les problèmes de la bonne manière et les bons problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique du PDCA? Donc en fait, le client attend quelque chose, c'est-à-dire pas d'incident, ou un incident résolu dans le SLA. Et puis on a un processus qui ne répond pas à cette demande-là. Cet écart-là est en fait un problème. Ce problème, en fait, on va l'observer de manière très précise avec l'équipe. Ce n'est pas juste en faisant des suppositions, on va aller regarder exactement dans le code, dans les processus, qu'est-ce qui s'est passé, pour ensuite identifier, enfin, trouver des causes racines. Pour chacune de ces causes racines, on va trouver une contre-mesure. Cette contre-mesure, on va lui associer une méthode de check qui va nous permettre de savoir si elle fonctionne ou pas. Et puis, si ça fonctionne, on va modifier en fait nos pratiques de travail. Ça, c'est la technique de PDCA. Donc, voici quelques exemples de PDCA. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun. Juste pour dire, comme vous voyez, sont des PDCA qui sont écrits à la main. Hein, ça ne prend pas beaucoup de temps pour écrire un PDCA. En fait, il ne faut surtout pas que ça prenne du temps. Donc, par exemple, celui-là, on a pris une demi-heure pour décrire le plan avec la personne concernée. Ensuite, les actions peuvent prendre un peu plus de temps parce qu'il faut les mettre en œuvre, il faut mesurer, et là, on est sur un temps un petit peu plus long. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les causes racines. Tant qu'on n'a pas les causes racines, ça ne sert à rien d'aller mettre en place des actions parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va résoudre. Donc, du coup, on prend un peu de temps sur le plan, on le fait de manière sérieuse. Ensuite, on identifie les actions qui correspondent à ces causes racines pour les supprimer. On identifie une méthode de check, on la met en place, et puis après, on suit. Donc, ça peut prendre une semaine, 2 semaines pour arriver à voir le résultat final. Donc, voilà, des exemples. Donc, certains qui ont permis d'améliorer les compétences, etc. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat dans cette équipe-là? Sur les incidents et les problèmes non résolus, on est passé de 49 en stock à 11 en 2 mois. Et puis sur les problèmes, parce qu'en fait, différencier incidents et problèmes, ce qui avait connotation utile derrière tout ça, sont passés de 19 à 16. Ensuite, la productivité a été multipliée par 3,3. Et puis, en fait, la production, elle, est passée de 3 par mois à 17 en avril, puis à 12 en mai. Donc, ils ont fait x4 quasiment, un petit peu plus de x4 sur ce qui était attendu. Après 6 mois, donc, ils ont continué à travailler. Ils sont passés de 40 incidents par mois à 2 par mois. Donc, ça a été une amélioration significative. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé non pas simplement sur comment je résous plus vite mes incidents, mais surtout comment j'arrive à en avoir moins. Ça, c'était vraiment très, très intéressant pour le manager. Et donc, ce qui fait que, comme ils n'avaient plus que 2 incidents par mois, ils passent maintenant 99% de leur temps à délivrer de la valeur pour le client, plutôt qu'à passer du temps à réparer un truc qui ne marche pas. Et du coup, ça rapporte des sous. Alors après, vous pourrez faire votre propre calcul avec vos propres taux journaliers. Donc là, le taux journalier était de 600 € par personne. On a considéré qu'il restait 2 personnes dans l'équipe pour traiter les incidents, pour avoir un backup, etc. Mais voilà, grosso modo, donc ils ont gagné la capacité de 4 personnes, donc soit 576 kilo-euros sur une année pour traiter des demandes clients. Voilà. Donc, en conclusion, en fait, cette méthode-là, c'est une méthode industrielle et robuste et réplicable, en fait. C'est assez facile à répliquer dans toutes les équipes qui font du support, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On le fait avec les collaborateurs en place. On ne va pas chercher, en fait, une expertise à l'extérieur. On le fait avec les gens qu'on connaît. Et en plus, on va
avec un investissement qui est finalement assez limité. On va arriver à casser finalement en 2 à 6 mois en fait, le problème des incidents. C'est très rapide. C'est-à-dire quelque chose qui dure depuis des années, en fait, en 2 à 6 mois, si on s'y met vraiment, on arrive à casser ce problème-là. Donc, du coup, on récupère de la capacité, de la sérénité, et ça, ça je l'ai vu, hein. J'ai vu les gens retrouver le sourire, parce qu'en fait, ils arrêtaient d'avoir des problèmes, ils passaient à produire de la valeur. C'est quand même plus gratifiant que de résoudre des problèmes tous les jours et de se faire un petit peu incendier par les clients, parce que ça ne va pas assez vite. Et donc, du coup, ça leur a permis donc, de réfléchir à des produits et qui enchantent les utilisateurs. Et puis tout ça, en fait, ces résultats incroyables, en fait, on les obtient partout. Quel que soit l'endroit où vous allez, ça marche. C'est ça qui est assez génial avec cette méthode. Voilà, je vous remercie. Si ça vous intéresse, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de pratiquer vraiment cette manière de faire, écoutez, je vous invite le 10 décembre prochain à Paris pour une masterclass sur le sujet. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition.